Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Levada, on a déjà entendu ce nom. On a dit que c'était le seul institut de sondage indépendant qui pouvait encore travailler en Russie. Eh bien, un sondage Levada montre que le soutien des Russes à la guerre repart plutôt à la hausse. Oui, d'un mot, le sondage en question est réalisé conjointement par le Chicago Council, un groupe de réflexion indépendant américain, et le Centre Levada, dont on a déjà parlé ici, une ONG russe, vous le disiez, considérée par les experts comme le seul grand institut de sondage fiable en Russie. 1600 Russes ont été interrogés la semaine du 21 au 25 mai. C'est important car c'était avant le début de la contre-offensive ukrainienne qui aujourd'hui semble patiner. Pourtant, à ce moment-là déjà, ces conclusions semblent relativement affirmées. 48% des Russes disent préférer poursuivre le conflit contre 45% qui souhaitent entamer des négociations. Donc la société russe semble divisée en deux camps. Mais note le Centre Levada, la proportion de Russes favorables à la poursuite des hostilités augmente. Pour la première fois depuis le mois d'août de l'année dernière, leur nombre a même légèrement dépassé les partisans des négociations. Rappelons que lors de la précédente vague, il n'était que 38% à vouloir la poursuite du conflit. Aujourd'hui, c'est donc 10 points de plus. Autre question qui corrobore ce résultat, 76% soutiennent les actions des forces russes en Ukraine. Et selon le Centre Levada, cette augmentation du soutien à la poursuite de l'action militaire pourrait refléter une combinaison d'optimisme après les gains militaires russes à Bakhmout en mai et d'anxiété face aux attaques à l'intérieur de leur propre pays. Mais est-ce un soutien à la guerre ou à Vladimir Poutine ? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Dans l'éventualité où Vladimir Poutine décidait de son propre chef de mettre un terme au conflit militaire avec l'Ukraine cette semaine, 62% des Russes affirment qu'ils soutiendraient cette décision. Donc ça peut être interprété surtout comme un soutien à Vladimir Poutine, mais il ne faut sans doute pas aller trop vite. Quand on leur demande si, en plus de mettre un terme au conflit, Poutine décidait de restituer les territoires annexés à l'Ukraine, là, le soutien chute à 30%. Dernier point, la cote de soutien à Vladimir Poutine. Le chiffre impressionne, 82%. Rappelons que ce chiffre très élevé n'est pas passé sous la barre des 80% depuis 6 mois. Rappelons aussi que Vladimir Poutine n'a jamais été aussi populaire en ce moment même que sur ces 5 dernières années. Merci Lucille. Donc, Elena, Vladimir Poutine reste populaire. La guerre reste populaire. Les incursions ukrainiennes en territoire russe qui avaient commencé bien avant ce sondage serrent les rangs plutôt de la population russe. C'est aussi votre conclusion ? Complètement, parce que dans la réalité parallèle où vivent les Russes, Vladimir Poutine, c'est le seul qui est capable de faire cesser cette guerre et d'arrêter les bombardements sur le sol russe, qui ont évidemment commencé parce que la Russie a envahi l'Ukraine, mais les Russes ne l'entendent pas, cette histoire de cette façon. Ils l'ont oublié ou ils l'ont jamais su. Moi, j'ai interrogé il y a 2 semaines, justement, parce que j'ai consacré une émission à la façon dont les Russes vivaient la guerre maintenant qu'elle est arrivée chez eux. J'ai interrogé le directeur de l'Institut Levada, Denis Volkov, qui m'a expliqué ce chiffre de 76%. D'abord, on a parlé sur la sincérité des gens qui lui répondaient, parce que ça, c'est une vraie question. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui vous répondent disent ce qu'ils pensent ou disent ce qu'ils pensent penser ? Enfin, il y a beaucoup de strates dans cette opinion russe qui n'en est pas vraiment une, puisqu'elle est complètement formatée par la propagande. Il a dit que, globalement, évidemment, c'est une étude scientifique, donc on n'est pas dans une cuisine fermée autour d'une tasse de thé où, au bout de 5 heures, les gens finissent par se confier comme seuls peuvent le faire les Russes, ou bien où vous pouvez leur faire arriver à un raisonnement qui soit leur propre raisonnement et non pas ce vernis dogmatique que leur impose la propagande, où ils se réapproprient mot pour mot les dogmes de la télévision russe. Donc, dans ce cadre-là, en tout cas de cette étude d'opinion, ces 76% sont composés de faucons comme Soloviev qui pensent qu'il faut la guerre totale pour en finir, entre guillemets, avec cette question ukrainienne, comme ils le disent. 20% qui sont finalement des modérés dans cette prise de position, et 25% d'indécis. Je pense avoir parlé avec l'une de ces personnes qui appartient à ces 25%. C'est une habitante de Chebekino que j'ai eu au téléphone, qui est cette ville à 5 km de la frontière ukrainienne, qui est vraiment devenue une zone de guerre depuis plusieurs semaines. Et les gens vivent dans les caves. Cette ville a été évacuée. Donc la guerre est vraiment arrivée chez eux. Eh bien, croyez-le ou non, je lui ai demandé
comment elle lisait cette guerre qui était arrivée chez elle. Elle me dit, en fait, c'est les Américains, c'est des Noirs qui nous bombardent au début, elle me dit. Des Noirs qui nous bombardent. Des Noirs qui nous bombardent. Alors je lui dis, pardon, je ne comprends pas ce que vous dites. Bah oui. Je lui dis, qu'est noir ? Bah oui, les Noirs, les Américains, on les entend parler des langues étrangères. Et c'est un discours qui est tellement surréaliste que vous, avec même moi qui connais pourtant bien les Russes, j'ai eu du mal à comprendre au début ce qu'elle me disait parce qu'ils sont dans un degré de confusion par rapport à cette propagande qui les alimente depuis 1 an et demi, de haine, de contradictions permanentes, de menaces nucléaires. Enfin, c'est quelque chose qui, elle dit, c'est une armée de mercenaires qui nous combat. Il n'y a même pas d'Ukrainiens en face. Et puis d'autres qui disent que les Américains veulent se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Enfin, si vous voulez, ils sont dans un tel degré de confusion par rapport à cela qu'ils disent on les entend parler des langues étrangères parce que quelqu'un revenu du front a entendu une thèse propagandiste qui disait c'est une armée de mercenaires, etc. Enfin bon, c'est à n'en plus finir. Donc ils sont vraiment pas au courant de ce qui se passe, ils sont au courant qu'ils ne sont pas au courant parce qu'elle finit par me dire vous savez la politique finalement nous on veut juste la paix, on ne sait pas très bien, et ça reflète vraiment cette opinion russe qui est complètement perdue, qui est complètement démunie, qui a abandonné face à la propagande. Mais évidemment ce n'est pas la totalité parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la minorité ou la majorité silencieuse, on ne sait pas, ceux qui ne vont pas répondre par exemple à l'Evada ou qui vont répondre autre chose parce qu'il y a la peur. J'ai parlé à un autre jeune homme qui a ses parents à Chebekino mais qui lui vit à Saint-Pétersbourg, qui est plutôt dans cette ville libérale, progressiste, et qui a un autre cercle tout simplement d'amis, de connaissances avec qui il parle. Il dit qu'il y a quand même une rupture générationnelle, qu'il y a quand même la génération des plus âgés qui a connu l'Union soviétique, qui est très perméable à cette propagande, que la jeune génération l'est beaucoup moins, bien qu'il y en ait. Et je lui dis, et alors, dans le sud de la Russie, là où la guerre est arrivée, est-ce que finalement les gens commencent à changer d'avis, etc. Il dit, ils ont peur, tout simplement, ils ont peur de continuer à soutenir l'opération spéciale, comme l'appelle Vladimir Poutine, mais il n'y a pas vraiment d'abandon par rapport à cette rhétorique. Et dernière chose, c'est que Denis Volkov dit, mais la guerre, elle n'est pas encore arrivée en Russie. Ce sont les régions sud qui sont bombardées, la très très fine bande de zones frontalières, les quelques frappes sur Moscou. Moi, j'ai parlé avec mes voisins, parce que c'est dans le quartier de ma grand-mère, les drones là, qui sont tombés, donc j'ai parlé avec mes voisins, je leur ai dit, alors... tout va bien, Madame la Marquise. Enfin, c'est vraiment non, il n'y a pas de guerre, et il y a presque un agacement par rapport à cette question parce que ce ne sont pas quelques drones qui vont les effrayer. Il y a un refoulement de la chose guerre dans la conscience des Russes aujourd'hui qui est tel qu'en fait ils ne veulent pas croire. Et ils savent qu'on ne veut pas qu'ils croient, qu'ils sachent qu'il y a une guerre. Et ça, c'est vraiment très très important. Les Russes vivront jusqu'au bout, dans cette espèce d'illusion qu'en fait, il n'y a pas de guerre. C'est une opération spéciale. C'est très intéressant. Oui, Jean. Mais ne prenons pas les chiffres en valeur absolue. C'est pas une démocratie, mais en tous les cas, ça indique clairement une tendance et on peut pas la nier, cette tendance. Ça confirme une chose que moi j'ai toujours pensé et depuis longtemps, c'est-à-dire que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Et Vladimir Poutine, y compris en Russie, que Vladimir Poutine n'est pas une erreur de l'histoire. Il est arrivé là comme par hasard et qui se livre à cette guerre sans le soutien de son peuple. Je n'y crois pas une seconde. C'est intéressant de comparer toujours avec ce qui se passait par exemple en Allemagne sous Adolf Hitler, en Allemagne nazie. Moi, je compare toujours les deux époques. Parce qu'il y avait des sondages d'opinion à l'époque qui étaient faits par les services secrets. Parce que Hitler se tenait au courant de ce que pensait son peuple. Et il a beaucoup parcouru l'Allemagne pour s'assurer du soutien de son peuple. En 1943, alors que c'était le moment où la guerre a basculé, où clairement on savait qu'on allait gagner. Le peuple était totalement derrière Hitler. Et les rapports, je viens de lire un rapport, c'est intéressant, qui avait été envoyé à Goebbels, des services secrets nazis, qui disaient, en fait les gens sont persuadés de la victoire finale. Ils pensent que tout va s'inverser et que tout va s'arranger et que les Américains vont accepter la paix. Et on est dans le même déni de réalité. C'est extraordinaire. Oui, François. Oui, alors moi je vais faire une autre analogie qui est la française, c'est la guerre d'Algérie. Puisque l'ampleur de la guerre est à peu près du même ordre. Il y avait 500 000 Français en Algérie en termes militaires au pic de notre engagement. Les sondages d'opinion que faisait l'IFOP à l'époque, on avait des très bons sondages d'opinion, 56, 57, 58. Les chiffres étaient assez comparables aux chiffres que l'on constate aujourd'hui en Russie. Et puis n'oubliez jamais une chose, c'est que quand vous subissez la guerre d'où qu'elle vienne, vous avez tendance à chercher la protection du côté de celui qui est chez vous. C'est-à-dire, si vous êtes à Bielgorod, vous pouvez être mécontent
de ce que la ville soit mal protégée par Poutine, mais en même temps, la protection, elle vient de Poutine. Et donc, vous allez soutenir l'aide que vous apporte. Donc, ça explique ce qui se passe dans le Sud. Mais en ce qui concerne la population en dehors des jeunes, et en France, c'était pareil, hein, les jeunes en âge militaire n'étaient évidemment pas enthousiastes pour aller se faire tourer la peau dans le djebel. En Russie, les jeunes, ils filent en Géorgie, ils filent au Kazakhstan, et ainsi de suite. Mais les autres, la guerre ne les touche pas. Les sanctions ont peut-être eu des effets sur l'économie des guerres russes, je l'espère, mais elles n'ont pas eu grand effet sur la vie quotidienne du Russe moyen. Et donc, dans ce cas-là, on fait confiance à ses dirigeants. Et là, je rejoins. Un mot, colonel. Oui, on voit que Poutine, sur les affaires militaires, c'est pas sa tasse de thé, donc il est pas très à l'aise. Et puis, en fait, cette offensive, la contre-offensive, tout ça, c'est une espèce de stabilisation du front. On verra les résultats. Par contre, où il a des résultats et qui touchent les opinions publiques, il y a deux domaines. Le premier, c'est le discours sur les valeurs qui fonctionne, puisque moi, je voyage en Afrique et tout ce que j'entends, c'est que il a raison de faire comme ça. On voit RT en arabe un peu partout, dans tous les pays africains où je vais, donc c'est une réalité que je vis tous les jours. Puis deuxième chose, c'est l'offensive diplomatique, où il n'est pas mauvais du tout, où il rassoit quelque part la Russie dans une étape de négociation. Il y a une espèce de cycle ou de séquence diplomatique qui va durer jusqu'au sommet d'Urban au mois d'août, où en fait il est plutôt valorisé. Donc en fait l'image qui va être projetée, c'est une image médiocre en termes militaires, mais plutôt bonne, je parle des Russes et puis je dirais le reste de la planète, parce qu'à l'exception des Occidentaux, mais quelque part... Plutôt bonne en termes diplomatiques. Et puis sur les valeurs, le discours sur les valeurs fonctionne indéniablement. Chose promise, chose due, tout ce que vous dites aujourd'hui, on va se retrouver sur la télévision russe. La télévision russe regarde LCI, la télévision russe regarde les indispensables. Vous prenez vos vacances à Moscou, là, d'après ce que j'ai entendu dire. Vous serez reconnu dans la rue si vous y allez, Jean. Regardez donc cette petite séquence, c'est une des animatrices qu'on entend régulièrement nous. Allons-y, on va montrer cela. Alors on va la diffuser intégralement. Regardez, lorsque nous avons indiqué qu'Emmanuel Macron était en train d'infléchir sa position sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, donc il y avait tout un débat. Est-ce qu'on a perdu au change finalement avec cette offensive? Nous voulions éviter que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Elle est en train peut-être d'y faire progressivement son entrée. Regardez cette petite séquence qui s'appuie sur un certain Quentin Berrichel et ses indispensables. Тем самым гарантии безопасности Украине и даст Москве понять, что поддержка Киева Западом сильна как никогда. Kiev est plus forte que jamais. Пожалуйста. Я напоминаю, одной из задач, целей специальных военных операций предполагало, соответственно, отсутствие блокового статуса. Это мы помним. Украины, да, вот вопросу как бы о том, что было и что стало. Nous regardons la télé russe nous regarde, s'appuie sur nos déclarations. Alors là, Jean, ça vous... C'est magique. Ah, c'est merveilleux, ça. Mais ils font ça tout le temps, hein, vous savez. Ils font ça tout le temps? Oui. À nous, France 24, ils adorent. Hein, ah oui, ils n'arrêtent pas. Mais vous aussi, d'ailleurs, je vous vois souvent. Mais... Pas chez vous, du coup, puisque je regarde la télé russe. Évitez la frontière russe pour vos vacances. À la mise en abîme est totale. On l'avait déjà noté une fois, on ne le perçoit pas toujours, mais là, bon, voilà, 24 heures à la télé russe également. Après tout, on regarde la télé russe nous regarde. Merci François.